Bonjour, bonjour. Eh ben, le direct a commencé, ça y est. Bonjour, bonjour Jacques Méjean. Bonjour Marina. Bonjour à vous, les spectateurs. Au fur et à mesure que cette vidéo live commence, les spectateurs vont venir pour ce live justement. On a Valérie qui a commencé à se connecter, Pascal, Lydie Brély, coucou là-haut vers Cosme. Hélène Hugues, merci de nous suivre. Il y a elle, Paré qui arrive. Voilà, les spectateurs. Nous vous attendons un petit peu, voilà, avant de commencer cette interview live avec Jacques Méjean, infirmier militaire de carrière, reconverti dans les soins en thérapie holistique. Alors, avant de commencer, bien entendu, on attend que vous arriviez tous pour participer à cette interview. Avant ça, je profite, bienvenue aux spectateurs qui nous rejoignent. Karine Legrand, Karine Evie, Jessica, bonjour, bonsoir, surtout à cette heure-là, hein, Jacques. Il y a Karine, voilà, qui nous dit aussi bonsoir, salut. Et Jessica Louvet qui est là. Jérémy Sanchez qui participe et qui fait partie, bien sûr, de La Voix de l'âme. Alors, l'association La Voix de l'âme, on va vous raconter un peu des événements qui sont à venir pour attendre que vous arrivez. Jean-Jacques Gué, salut Jean-Jacques. Ça me fait plaisir de te voir parmi nous. Voilà, La Voix de l'âme, donc en revenant aux événements, le 7 et 8 avril, nous créons une journée mieux-être sur Fort-Calquiré. Et le 21-22, vous nous retrouverez aussi au Couvent Royal, voilà, à Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Donc avant, coucou Jérémy, coucou à toi, Guy qui nous suit avec Jérémy, il y a Christine, David Capel, Delphine. Écoute, merci à vous de nous suivre. Donc on va débuter, Jacques, cette interview. Je voulais d'abord te remercier de croire en l'association La Voix de l'âme qui crée justement ces événements et ces vidéos live pour mettre les thérapeutes à l'honneur, parce que nous vous pratiquons, nous faisons des échanges avec vous en tant que thérapeute, et quand on voit que le thérapeute est fiable, on vous le met à l'honneur, on vous fait partager qui il est, et pour le faire découvrir à vous, les spectateurs qui nous suivez depuis un bout de temps maintenant. Alors Jacques Méjean, dès ton jeune âge, tu as vécu des sorties astrales. Pour commencer justement cette interview, peux-tu nous en dire plus sur ces sorties astrales qui sont venues et apparues dès ta jeune enfance? Je peux dire que le peu que je m'en rappelle, j'étais quand même petit, j'ai toujours eu cette sensation de sortir de mon corps par moment. Oui. Et à l'époque, je n'interprétais rien, en fait. Je le vivais, et effectivement, il y a eu des périodes où j'ai eu la sensation de ne pas être encore rattaché complètement à la Terre. D'accord, mais est-ce que ça t'effrayait quand tu étais jeune, quand tu vivais ça, justement, cette sortie astrale? Pas du tout. C'était naturel pour moi, et je ne cherchais pas à comprendre. J'avais l'impression de nager, d'être au-dessus du corps. Oui, voilà. Oui. Mais voilà, c'était pas un questionnement, c'était comme ça. Et puis ça a disparu petit à petit, jusqu'à l'adolescence, il ne s'est plus rien passé. Et puis là actuellement, non. Alors, pour l'instant, oui, à ton âge maintenant, quoique ça peut arriver encore, ne nous fermons pas la porte. Alors, nous avons Laetitia Guichard, le Haradeli, là, qui nous suit, Delphine de Marseille. Salut Marseille. Alors, une fois que tu faisais tes sorties astrales, enfant, déjà, il y avait cette sensation d'inhabitude, en fait, que tu vivais. Plus tard, tu m'as confié que tu as fait de la science naturelle, on va dire, à la maison. Très rapidement, très jeune. Tu prenais les grenouilles et tu disloquais les grenouilles. Je faisais des petites expériences, je faisais des opérations, je faisais avec les jeux de l'époque, des boîtes de, comment on appelle ça, de biologie, qu'on avait pour les gosses, quoi. Oui. Et puis je trafiquais dans ma chambre, je faisais beaucoup d'expériences.
Pas mal, même avec de l'électricité que tu mettais. J'avais étudié le réflexe du muscle Oui. par rapport à l'électricité. Oui, c'est vrai. Sur la grenouille, la patte se rétracte quand on stimule. Oui, Mais oui. c'est toutes des expériences qui étaient faites en laboratoire bien avant, quoi. Je veux dire, c'est une petite chose qu'on apprend dans les écoles aussi maintenant. Une fois que tu as fait ces expériences jeunes, je pense que tous, à un certain âge, on a fait des expériences avec ces petits insectes, animaux qu'on rencontrait dans le jardin, si on avait la chance d'avoir un jardin quand on était jeune. Et donc, bon, t'en veux pas trop, Jacques. Hein. Mais c'était mort. Hein. On est passé par là. Hein. Je ne faisais pas souffrir. Bon, ça va. À 16 ans, t'es parti pour un job d'été. En fait, tu t'es retrouvé à l'hôpital de Lyon parce que tu es lyonnais, en fait. Hein. Oui, je suis lyonnais. Je suis né à l'hôpital Grange-Blanche, dans le 3e arrondissement de Lyon. Oui. Une grande famille lyonnaise. On est tous des Gaunes, comme on dit chez nous, des enfants de Lyon. Et pour pouvoir avoir un peu d'argent de poche, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15-16 ans dans l'hôpital de Lyon. Et je fabriquais le daquin. D'accord. Mais une fois que tu faisais ce job d'été, déjà, il y avait cet appel d'aller aider les autres. Oui, j'étais déjà dans le milieu hospitalier. Voilà. Les odeurs, les sensations, même si je n'avais pas à l'époque de contact avec les malades, j'avais déjà un pied dans le soin, dans l'hôpital. D'accord. Il y a Pierrette, salut Pierrette, Christine, Nathalie qui nous dit bonjour, Caroline qui vient d'arriver, Edith. Voilà, merci à vous de nous suivre ce soir. Nous avons donc Jacques Méjean qui est avec nous, un ancien infirmier militaire qui s'est reconverti en thérapie holistique et qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Si vous avez des questions à lui poser, écrivez-les, il vous répond de suite justement en la matière parce que vous allez découvrir son parcours assez atypique avec des expériences en tant que laborantin, on va dire que tu as acquis un bac. Ça, c'était les études, oui. Oui, donc, dans les études, tu es parti. Au lycée La Martinière à Lyon, où j'ai fait le bac F7' énoto-bactériologie. Et je m'étais spécialisé en bactériologie. Ah, oui. Et au lycée, comment il s'appelait ce lycée à Lyon? La Martinière. La Martinière. Hein, Place des terreaux pour les Lyonnais. D'accord. Bon, mais ils doivent savoir ce que ça veut dire. Oui, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? La Martinière, a aucune idée. Ah bon, d'accord. Je ne sais pas, ça doit être le nom d'un savant ou quelque chose. D'accord. Jamais approfondi. Bon, ça, c'est une petite colle que je t'ai posée. À voir un petit peu. À voir. Et puis, en fait, assez tôt, hein, toi, tu es allé travailler à 16 ans donc, à l'hôpital de Lyon. Après, tu as validé ton bac pro laboratin, spécialité en bactériologie. Bactériologie. Et une fois que tu as validé ce bac, tu t'es engagé à la marine, dans la marine à 18 ans. Tu es parti en tant que marin. Alors, quel est ton parcours? Tu es parti directement de Lyon, tu es parti à Cherbourg, c'est ça? Je suis parti à Cherbourg au centre d'incorporation pour ce qu'on appelle les classes à l'époque. Oui. À Querqueville, exactement, en plein hiver. Il faisait froid, il faisait pas beau. On était isolés, donc c'était complètement un dépaysement total. Et là, on vous décortique, psychologue, entretien, choix de la spécialité, etc. On m'a demandé des armes, tout ce que l'armée doit apprendre à un jeune. Et puis là, la décision elle a été prise, je serai infirmier dans la marine. Ça y est, alors là, tu es parti en tant qu'infirmier dans la marine où tu rentres sur un bateau qui s'appelle Laurence. À l'école d'abord, à l'école des infirmiers, parce qu'on n'est pas infirmier tout seul comme ça. Non. Donc, j'ai mars-avril, au mois de mai, début de l'été, j'ai rejoint l'hôpital Sainte-Anne, l'ancien hôpital Sainte-Anne pour ceux qui... De Toulon. Donc, il reste quelques bâtiments, mais voilà. C'était là où il y avait l'école des infirmiers de la marine. Une fois que tu as fait cette école d'infirmier, c'est là où tu es parti sur ce bateau. Oui, mon premier bateau, pour ceux qui les anciens. La Rance. Pour ceux qui savent, qui connaissent, les Toulonnais qui nous suivent. Salut Rénald. De soutien logistique qui arrivait, quand j'ai embarqué pratiquement, qui arrivait de Mururoa, qui était un bâtiment
qui faisait du soutien aux essais nucléaires et qui avait terminé sa mission là-bas. Donc il a continué ici en France comme aussi bâtiment de soutien. Et donc là, j'avais un petit hôpital sympa avec, je me rappelle, une quinzaine de lits anti-roulis, un petit bloc opératoire, il y avait une dentisterie, il y avait une salle de stérilisation, une infirmerie. Et on était deux, un ancien maître principal et puis moi, qui était tout jeune infirmier. Mais là, tu fais une formation et tu te spécialises en anesthésie, c'est ça? Alors l'anesthésie, ça vient un peu plus tard, c'est à l'époque des sous-marins. D'accord, quand tu es rentré en Donc je fais un an et demi sur la Rance et après je décide de rejoindre les sous-marins de Toulon. À l'époque, ce sont que des classiques. Je crois qu'il y avait juste le Redoutable qui était sous-marin nucléaire. Et donc, je fais mes études de certificat d'anesthésie au sein des sous-mariniers de Toulon. Et je continue ma carrière tout doucement sur l'Ariane, la Rétuse et le Morse-à-Lorient. Eh ben, écoute, une fois que tu as acquis quand même quelques expériences, mais quel âge tu as là à ce moment-là? J'ai 21, 22 ans. 21 et 22 ans. Quel jeune âge pour avoir ces expériences-là dans le milieu hospitalier et en plus sous-marinier où tu partais dans le rush d'émission. Justement, dans ce rush d'émission, une fois que tu as fait ce parcours-là, est-ce que tu es parti, est-ce que tu as vécu des missions où il y a eu la guerre, justement, où tu allais… Ah, plus tard, beaucoup plus tard. Ouais. Oui, je dirais que j'ai participé à la fin de la guerre du Liban, avec l'aviso au quartier Matantil, où on est allé libérer, entre guillemets, le général Aoun pour le ramener sur la France. Donc après, la guerre s'est arrêtée. J'ai embrayé sur Tempête du désert, la guerre du Golfe. D'accord. Et j'ai encore embrayé dans la foulée, début de la Yougoslavie, tout début de la guerre de la Yougoslavie, et puis 5 missions, quoi, avec pratiquement 260 jours d'absence par an. Donc dans ce rush en tant que militaire, tu vas vraiment contacter le côté humain de la chose, parce que là on est confronté vraiment à ce qui est le plus dur en tant que soldat. Nous, on est à la maison, on est des civils, on vit au quotidien. Les soldats vont au front, ils vont défendre la patrie. Et, moi, je ne vais jamais au front. Jamais. Rien qu'en… oui, parce que moi, à je suis ce à l'arrière moment-là, tout le temps à l'arrière. Oui. Mais bon, on dirait que le front vient à moi parce que quand on voit les gens qui ont des problèmes sur les zones, etc., ils nous racontent, ils nous parlent, ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont. En fait, par eux, on apprend ce qui se passe sur le terrain. Mais nous, les infirmiers, on est toujours plutôt à l'arrière. Écoute, il y a les spectateurs qui nous suivent et qui sont fort nombreux. Et merci d'être là parce qu'on a Scylla Soleil Luna qui nous a rejoint, Christiane Mercier, coucou, elle nous dit. Et Richard Montoya, bonsoir à toi, bonsoir à Martine, un petit clin d'œil à vous deux. Lorsque tu as fait ce parcours justement dans cet état militaire, comment tu en es venu à cette thérapie holistique? Alors déjà, sans m'en rendre compte, je baignais déjà dedans l'orientalisme, etc. Parce que j'ai pratiqué le judo très très tôt, Aïkido dans la suite, j'étais ceinture noire de judo, donc j'ai eu la chance d'avoir des maîtres comme Jean-Paul Koch à Lyon, qui était champion du monde de judo, donc on travaillait à l'époque en japonais, donc il y avait cet esprit oriental, quoi. Et ça me passionnait, et tout naturellement, la médecine qui va avec me passionnait aussi. Alors, on a Jérémy qui nous pose la question, que penses-tu des vaccins, toi, l'infirmier? Aïe. Ça, c'est la question piège, parce que je ne veux pas me mettre à dos tous les allopathes de la région. Je dirais qu'il faut essayer de faire des vaccinations intelligentes. Il faut essayer de purifier le maximum les adjuvants, parce que ce n'est pas le principe de la vaccination qui peut être mis en cause, mais c'est tout ce qui va autour. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que
je veux pas m'attirer des foudres. D'accord. On a Gisèle Bounan qui vient d'arriver. Laracia, salut Anita, qui vient de Sifour. On a beaucoup de spectateurs qui sont autour de nous. Nous, on est basé sur Fort-Calquéré, mais on a Sifour, Toulon, qui nous suivent. Merci d'être là et de nous suivre parce que chaque méchant qui est thérapeute holistique et qui s'est perfectionné, alors tu es dans la réflexologie aussi, hein, tu es parti parce que, alors du coup, tu as eu des expériences en tant qu'infirmier militaire dans le rush, dans l'action, des missions où il a fallu aussi faire tout ce qui était social parce que quand on est dans un sous-marin aussi, on est enfermé. On est là. Alors déjà, il y a quelque chose qui est rigolo parce que au sous-marin, sur les bateaux partout, sauf à l'hôpital, mais sur les bateaux, on a un surnom, on nous appelle le sorcier. Donc ça veut déjà dire que on a un rôle pas très défini. On est là pour les soigner, on est là pour les aider, on est là pour les écouter. Surtout qu'à l'époque, il y avait les appelés. Oui. Donc j'avais des jeunes de 19 ans qui faisaient leur service, couper papa, maman, partir en mer, pas rentrer, la copine qu'on ne voit pas, etc. Donc il y avait beaucoup de psychologie, il y avait beaucoup d'aide, il y avait beaucoup de discussions. Et puis vous êtes enfermé sans voir le jour. Sur un bateau, on est quand même enfermé, on peut sortir un peu prendre l'air, mais sur les missions, on est enfermé. Donc le sorcier, il est là pour tout. S'il y en a un qui a un problème, on va voir le sorcier. On va voir le sorcier. Comme quoi, déjà, il y avait une pathologie. Il y avait déjà quelque chose. Il y avait des petits signes pour ce que tu es devenu aujourd'hui. Alors, tu n'es pas le sorcier, mais par contre, tu t'es développé dans ce bien-être, dans ce mieux-être. Et notamment, donc, tu es parti dans la réflexologie. Ça a été ta première formation. Ça a été ma première formation, mais avant, il y a eu un voyage. Oui. Et là, ce voyage, ça a été le déclencheur, je dirais même l'explosion totale de ma vie, puisque je suis parti avec l'association Provence-Himalaya en 2006, en Inde et au Népal, pour aller travailler dans les camps de réfugiés tibétains, parce que la cause tibétaine me prenait à cœur. Oui. Et donc, je suis parti d'abord à Dharamsala, Bir Chantra, où j'ai la chance, le 26 octobre 2006, de rencontrer sa sainteté, le Dalai Lama. Donc là, ça a été un chamboulement total. J'ai beaucoup pratiqué là-bas, parce que je suis bouddhiste tibétain, et j'ai travaillé aussi au centre d'accueil de réfugiés et de Tibétains à Katmandou, où là, j'ai vu des choses assez difficiles de gens. Il faut savoir qu'actuellement encore, il y a environ 3000 Tibétains qui passent la barrière de l'Himalaya pour quitter le Tibet, parce que on ne rentrera pas sur les détails politiques de la région. Et donc, quand ils arrivent de l'autre côté, ils ont des brûlures dues au gel, aux pieds, aux mains. Moi, je me suis occupé d'une jeune fille, ça restera dans ma tête. On lui a coupé tous les orteils et les doigts. C'était une maladie? Non, c'était le gel. C'était le froid. Et oui, ils passent la frontière à plus de 5000 mètres d'altitude. Des fois, ils n'ont pas de chaussures ou des gants ou à peine. Voilà, donc... Ils sont vraiment dans une condition et là, j'ai vu travailler des Népalais, j'ai vu travailler des Indiens. Je suis allé aussi à l'hôpital de Mathieu Ricard, à Tchétchène. Et là, j'ai vu la pratique de la médecine, mais complètement différente de ce que moi j'avais appris. Et c'est là que la conscience, elle s'est faite. Je me suis dit, mais il n'y a pas que l'allopathie, il y a autre chose. Et là, j'ai commencé à aller en profondeur. Mais quand tu es allé justement au Tibet pour rencontrer... Non, en Inde. Au Tibet, je suis interdit au Tibet. Bon, toi, tu es interdit au Tibet en tant que militant pro-tibétain, je suis fiché par le service de renseignement chinois et je ne peux pas rentrer au Tibet. Et alors, quand tu es parti en Inde, que tu as vu ce mode de vie qui est assez improbable, alors que nous, les Français... On a vraiment une chance incroyable d'avoir des possibilités dans notre vie sociale. Alors, avant de continuer ce que je suis en train de dire, nous avons Corinne, Valérie Boutreau, Gwen Clapp, merci frère de cœur de nous rejoindre.
J'ai Foued qui nous a rejoint, Linabelle, Jérémy Coupe qui est là. Merci de prendre en cours cette vidéo live avec Jacques Méjean, thérapeute holistique, réflexologue, aromathérapie aussi, t'es pas venu, on en parlera de ça. Lithothérapie. Et massage tunia, tout récent. Voilà. Récemment, tu es parti dans cette formation. Justement, Jacques nous expliquait que lorsqu'il est parti en fait en reconnexion de soi, moi j'ai l'impression que le fait que tu sois parti en Inde et vivre cette misère, parce qu'il y a beaucoup de misère là-bas dans ce pays intense, avec beaucoup de populations qui se mêlent. Quand tu as vu ce Dalai Lama, donc qui est reconnu comme sage dans le monde, est-ce que tu as ressenti l'énergie qui dégageait? C'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire, énergie. Il est arrivé, moi j'étais avec je n'étais pas tout seul, attention, c'était pas un entretien privé, on était une centaine, mais rien que sa présence dans le dos, quand il est arrivé, on a ressenti quelque chose. C'est indescriptible, c'est quelque chose de fort, ça vous prend les tripes, et vous ne savez pas ce que c'est. Voilà. C'est l'énergie. Sa présence, c'est l'énergie. Et combien de temps tu as passé comme séjour là-bas? 1 mois et demi. Quand on revient de là-bas avec ces énergies, ces émotions qui bougent chez nous, et quand on revient ici en France… C'est une catastrophe, c'est l'explosion. C'est ça la catastrophe. C'est l'explosion. C'est l'explosion dans quel sens? Qu'est-ce qui t'arrive dans ta tête à ce moment-là? Il se passe que je fais un rejet de l'Occident. Parce que je suis pas allé là-bas comme touriste, je suis allé là-bas comme travailleur, puisqu'on travaillait dans les camps. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que nous, on est tout le temps en train de se plaindre, et que eux, ils ont une misère totale, et ils rigolent tout le temps. Ils ont l'énergie, ils ont la compassion, Je dis, mais attends, il y a un problème là. Et là, ça a été l'explosion totale. On a tout à apprendre. Dès que je suis arrivé à Francfort, je me suis pris la tête avec une hôtesse. Enfin, c'était l'horreur. Et tout a explosé, ma vie, mon couple, mon travail, tout. Donc une remise en question personnelle, un statu quo. Une remise à zéro pour l'homme que tu étais. Il y avait besoin de pendules donc, qui se mettent à l'heure. À tel point que j'ai été malade. J'ai été malade pendant… Tu as déclenché quoi à ce moment-là? Une espèce de dépression, c'est un syndrome qui est reconnu par les psychiatres, c'est le syndrome de l'âme, où ça vous dégoûte, où ça vous travaille. Moi, ça m'a travaillé, et bien sûr, j'ai pas pris les médicaments qu'on me donnait, j'ai pris les médecines parallèles pour m'en sortir, et si j'en suis là, c'est grâce aux médecines parallèles. Et justement, quand tu es parti dans cette médecine parallèle, où il a fallu, par cette maladie que tu as contractée de dépression, alors dépression, c'est toujours intéressant parce que ce qui est dramatique pour les personnes qui restent dans l'émotionnel, c'est de ne pas sortir l'émotionnel. Parce que quand vous ne sortez pas l'émotionnel, vous allez vous créer une maladie. Alors… des fois, des maladies qui n'existent même pas, c'est le corps qui est détraqué, qui va en ressortir ces cas un peu rares, où même les scientifiques sont là sans vous donner un résultat, et ils testent tel médicament pour voir un peu comment le corps va fonctionner. Mais toi, étant infirmier de carrière, comme tu as vécu certaines expériences avec les médicaments, tu as été anesthésiste, tu as été formé sur le tas. Sur l'allopathie. Et voilà. Donc, toi-même, quand tu as contracté, en fait, et que tu es parti en dépression, voilà, ça a lâché directement. C'est là où tu t'es dirigé vers l'aromathérapie. C'est à ce moment-là. J'ai d'abord fait de la sophrologie. Oui. Après, j'ai fait des réancrages. J'avais une voisine qui était thérapeute, qui avait ce salon juste à côté de ma maison. Donc, j'ai consulté et puis elle m'a aidé, donc on a fait du réancrage, parce que ce qu'il faut signaler, c'est que la dépression, elle n'est pas venue non plus, par hasard.
En tant que bouddhiste tibétain, j'allais au temple le matin, là-bas en Inde et au Népal, et j'assistais aux cérémonies à 5h, 5h30, Nyingmapa. Or, les Nyingmapa, c'est une branche des bouddhistes tibétains, ont la particularité de travailler l'énergie, et entre autres, ça va faire plaisir à Jérémy, les tambours. Les Nyingmata travaillent énormément les mantras avec des énormes tambours, et je pense que j'ai trop, comme un petit enfant, j'avais le gâteau, là, j'en ai trop mangé, et j'ai libéré ce que certains vont peut-être connaître, j'ai libéré la Kundalini. Oui, Kundalini. Et là c'est une horreur. C'est une horreur parce qu'on ne peut plus maîtriser son énergie, elle circule n'importe comment dans le corps, et d'où la dépression, quoi. Une fois que tu as fait ce parcours, justement, pour réguler ces maux physiques qui étaient à ce moment présent que tu vivais, plus tu avançais, plus tu arrivais dans une thérapie justement holistique, parce que pour appeler la thérapie holistique, on travaille tous les corps, que ce soit le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Après, on peut travailler le corps spirituel, mais sachant qu'il y a le corps causal, astral et d'autres corps, bien entendu. Mais ça n'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, on apprend à mieux te connaître, Jacques. Tu es parti donc dans ces formations et tu es devenu thérapeute ou maintenant tu reçois sur Toulon. Oui, je reçois sur tu es sur Toulon, tu reçois. Et récemment, voilà, tu as appris le massage Twina. Alors, tu peux nous dire ce massage Twina, qu'est-ce que ça consiste? Est-ce que c'est un massage qui favorise le bien-être? Il faut d'abord rappeler que la médecine traditionnelle chinoise, qui est une médecine de plus de 2000 ans, est structurée en différentes parties. On a la plus connue qui est l'acupuncture, l'acupressure que je pratique, c'est-à-dire l'acupuncture avec les doigts. On a la pharmacopée qui est énorme, la pharmacopée chinoise avec les plantes, avec les pierres, avec des choses que des fois on est surpris d'utiliser, avec ça a peut-être fait choquer certaines personnes, mais en Chine on utilise certains éléments humains, des tendons, des poudres à base on utilise des poudres d'animaux aussi, et on utilise du venin de serpent, enfin vous voyez, ça c'est la pharmacopée. Après, on a une grosse partie qui sont les massages. Après, on a la diététique. Le grand slogan des Chinois, c'est ta médecine est dans ton assiette. Donc, très important, la diététique. Et après, à la fin, on a le Qigong, c'est-à-dire le travail sur l'énergie. Oui, le chi. Voilà, le chi. Le chi ou le prana chez les Indiens. Et donc, le massage Twina est un massage thérapeutique qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Quand vous allez en Chine, vous voyez un médecin, et il peut vous prescrire des plantes, il peut vous prescrire de l'acupuncture, il peut vous prescrire du Twina, et ça en fait partie. Donc, le massage Twina, c'est un massage assez, entre guillemets, violent, dans la mesure où on va aller chercher toutes les insertions musculaires et tendineuses qui sont tendues, puisque si un tendon est rétracté, il va tirer sur le muscle, lequel muscle va réagir dans l'autre sens et va créer, pour les gens qui veulent une image, une crampe en fait. En fait, ces crampes, ce sont toutes ces douleurs qu'on a dans le dos, qu'on a sur la nuque, qu'on a dans le ventre, qu'on a sur les cuisses, qu'on a sur les mollets, etc. Et donc, ces massages vont aller détendre le tendon de façon à ce que le muscle se relâche. Et là, la sensation, elle est presque immédiate, je dirais. Après, le massage Twina est un massage énergétique, c'est-à-dire qu'il va faire travailler le yin et le yang, il va faire travailler la circulation énergétique, il va relancer toutes les énergies intérieures de façon à ce que l'équilibre, puisque la médecine traditionnelle chinoise, c'est l'équilibre, toujours rechercher l'équilibre, pas trop de yin, pas trop de yang, il faut que les deux soient en équilibre. C'est formidable ce massage. Mais est-ce qu'on peut avoir des marques sur le corps suite à ce massage? Oui, moi personnellement, j'y suis passé la semaine dernière. J'ai un énorme bleu ici. Donc ça, c'est pas un tatouage. Non, c'est pas un tatouage. C'est bien un bleu que mon enseignant m'a fait. Salut Pierre, ça fait mal.
Oui, ces formations vont te servir justement parce que suivant la personne que tu vas rencontrer ou qui va venir te consulter, suivant les mots qu'elle a physiques, que ce soit émotionnel ou mental, à ce moment-là, tu pourras convenir un soin pour qu'elle aille dans ce mieux-être. Je fais une précision, parce que les gens ils vont peut-être avoir peur, ils disent celui-là, si j'y vais, il va me faire mal. Alors non, j'adapte le tunia à la personne occidentale. C'est sûr qu'on ne fera pas un massage tunia chinois sur quelqu'un qui a mal en Occident. Par contre, en Chine, ce sont les femmes qui font ça, je peux vous dire que ça fait mal. Mais nous, en Occident, on va adapter tous les mouvements et les massages qu'on a appris, on les adapte. Si j'ai un rugbyman qui fait 90-100 kilos, c'est sûr que les pressions ne seront pas les mêmes que chez une femme qui fait 40 kilos. Oui, donc, ça c'est tu t'adaptes à la personne voilà, que tu as en face. Mais le massage, il sera le même, simplement. Ce sera l'intensité et l'apport énergétique qui sera différent. Oui, alors... tout ce long parcours que tu as fait jusqu'à présent, ben, moi je vous invite à contacter Jacques, qui est sur Toulon, la commune de Toulon. Mais en même temps, vous pouvez le rencontrer avec son association Relook the World. Parce que Relook the World, de temps à autre, eh bien, il va un peu dans les salons, dans les événements où il va rencontrer le thérapeute et le met en avant lui aussi avec des reportages que tu mets en vidéo sur ta chaîne. Ma chaîne télé qui s'appelle TV Alternative Santé. Oui. Et là, vous rencontrerez les différents protagonistes de l'association Relook the World, qui est une association qui veut développer l'alternative, c'est-à-dire une autre manière de vivre, une autre manière de se soigner, une autre manière de consommer. Et ça, je vous invite à aller le découvrir sur la chaîne TV Alternative Santé. Et sur ta page Relook the World, je vous ai mis d'ailleurs l'adresse. Et sur le groupe fermé de Facebook qui s'appelle Alternative Santé. Alors justement, j'en parle de ce Relook the World parce que Guy, qui est ton partenaire dans cette association, m'a permis d'avoir cette parure de bijoux. Merci Guy, merci à toi. J'espère la mettre bien en valeur. Vous pouvez voir ces boucles d'oreilles et ce collier. Et j'ai le bracelet aussi qui suit, mais là, vous ne l'avez pas vu. Et c'est des parures comme ça que Alors, j'ai juste une petite précision parce que les gens ne vont peut-être pas comprendre qu'est-ce que vient faire le relooking là-dedans. Eh bien, on s'est aperçu que le relooking, il peut être thérapeutique. Donc, depuis peu, on associe le mot relooking à thérapeutique parce que effectivement, quand on travaille son être intérieur et qu'on n'est pas en adéquation avec ce qu'on représente à l'extérieur, on a encore ce déséquilibre que je parlais tout à l'heure, le yin, le yang. Et donc, Guy travaille sur l'être intérieur de façon à lui donner son rayonnement extérieur. Alors, ça peut être une coiffure, ça peut être un travail de la peau, ça peut être simplement un vêtement. Mais en attendant, quand on est bien dans sa peau et qu'on rayonne à l'extérieur, on peut dire qu'on est équilibré. On est équilibré et on retrouve sa féminité. Féminité pour les femmes. Voilà, pour les femmes et pour les hommes. Le côté masculin, mais en même temps séducteur. Et pour vraiment des prix tout petits. Et puis dans le respect et le partage, parce que une chemise, un pantalon peut retrouver une autre vie. En plus, vous avez Guy qui vous relook aussi, qui est coiffeur professionnel. Donc, je vous encourage vivement de rencontrer Jacques et Guy, des charmantes personnes. Je remercie Pascal Joberti, Cœur de Lumière, d'avoir participé. Delphine Kéruel qui dit voilà exactement ce qu'il me faut. Vous nous contacter, on va vous aider. Une future personne qui voudrait bien voir un massage Twina, là, ça c'est pas mal. Bon, bonne chance Delphine, mais tu me diras. De toute façon, ça fait que du bien. Ça fait que du bien. C'est que du plaisir. Nous, on vous retrouve pour d'autres événements, notamment une vidéo prochainement live avec LVA et une autre thérapeute que je mets en avant.
Et Jacques Méjean. Jacques Méjean, bientôt, est-ce que tu as d'autres ateliers ou événements Il y a l'événement de Saint-Maximin qu'on va préparer pour voir le 21-22, voilà. Pour l'instant, il n'y a rien sur de précis. le relooking. Sinon, vous pouvez venir consulter Jacques Méjean qui est à Toulon. Vous, les Toulonnais qui avez besoin de vous requinquer, que ce soit le physique, l'émotionnel ou le mental, je vous invite à aller voir Jacques, qui est juste à côté de chez vous. Voilà, je vous souhaite une agréable bonne soirée. J'espère que vous n'avez pas trop mangé de crêpes. Voilà, et je vous dis à bientôt. À bientôt, Jacques. À bientôt. Et comme je dis à la fin de chacune de mes émissions, répandez de l'amour. Et oui, répandez de l'amour. Et nous, on vous dit à bientôt. Une très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.